Bon, je viens tout de suite au sujet qui m'amène auprès de vous. Donc, qu'est-ce que l'écoféminisme? Alors, le mot d'écoféminisme, disons, ces derniers temps, était inconnu en France, et puis il a eu, depuis en gros 2015, un grand développement, de plus en plus grand, bon, quand est-ce qu'on parle? On a beaucoup parlé des mots hein, dans ces rencontres de Sophie de cette année autour de masculin, féminin. Eh bien, de quoi on parle quand on parle d'écoféminisme? Disons que l'écoféminisme, c'est une nouvelle façon de questionner le rapport masculin-féminin en ne s'en tenant pas aux seuls rapports sociaux, dont il n'a été jusqu'à présent que question, hein, mais en introduisant le rapport à la nature, et comme vous allez voir, introduire le rapport à la nature dans le rapport entre les hommes et les femmes, ou le masculin et le féminin, amène un certain nombre de perturbations. Et pour examiner ce qu'est l'écoféminisme et les problèmes qu'il pose et qu'il rencontre, j'ai choisi la façon dont la citation que je vous donne, hein, que vous avez entre guillemets, est tirée d'un ouvrage académique, hein, d'historien, sur les rapports entre les hommes et la nature en Europe, hein, du XVIIe à aujourd'hui. Et bon, on peut dire qu'il fait surgir ce qui est la question qu'on pose souvent quand on va rapprocher, hein, dans ce mot valise qui met un début de mot éco et un autre féminisme, mais en fait un seul. La question qui est très souvent posée, hein, la question que moi on m'a très souvent posée quand je disais que j'écrivais un livre sur l'écoféminisme. Donc je vous lis la citation, hein. L'écoféminisme, en plaçant les femmes à l'avant-garde des luttes environnementales et en le justifiant par des liens prétendument privilégiés entre les femmes et la nature, s'expose aux accusations d'essentialisme. C'est-à-dire cette idée, si on parle d'écoféminisme, on parle d'un lien et d'un lien politique entre les femmes et la nature. De quel droit fait-on ça? Ne serait-ce pas que finalement on naturalise ou on essentialise les femmes? Alors c'est cette question-là, bon, qu'est-ce qu'il en est, en regardant ce qu'il en est de l'écoféminisme, qu'en est-il de cette accusation qui est si souvent lancée? C'est cette question-là que je voudrais examiner devant vous et avec vous, j'espère. En commençant par dire de quoi il s'agit et par une description empirique, par un parcours empirique, et vous en verrez encore plus la raison, j'espère, quand je vous l'aurai montré. Et puis, c'est-à-dire que vous allez voir une grande diversité. Et puis, dans un deuxième temps, quelle que soit la diversité de ce qui se range sous l'étiquette d'écoféminisme, et on suivra le parcours du mot, il y a quand même quelque chose de commun, qui est le lien qui est montré à la fois historiquement et conceptuellement, hein, ça sera bon pour les rencontres de Sophie, à la fois historiquement et conceptuellement, entre la domination des femmes ou l'oppression des femmes et la domination ou l'exploitation de la nature. Et c'est une fois que j'aurai montré à la fois la diversité et puis ce qu'il y a de commun à toutes les manifestations de ce qu'on peut appeler écoféminisme, que je répondrai dans un dernier temps que je répondrai à l'accusation lancée donc d'essentialisme ou naturalisme sous trois formes. J'espère que j'aurai le temps d'y arriver, de les développer. En tout cas, je développerai la première, hein, puis la principale. Est-ce qu'on naturalise les femmes en disant leur rapport aux questions écologiques? Mais la question, on peut aussi la poser d'une façon sociale, hein. Est-ce qu'on ne fige pas les femmes dans des rapports sociaux existants et dans lesquels elles sont dominées en leur reléguant finalement le soin de la nature? Et on verra que ça débouche sur une question politique. Alors, bon, c'est pas pour être chauvin, mais de toute façon, il y aurait de quoi se critiquer si on était chauvin.
le terme d'écoféminisme, pour autant qu'on sache jusqu'à maintenant, a été inventé par une femme qui a été citée d'ailleurs dans la conférence du premier jour, une féministe, Françoise d'Aubonne, qui, dans un livre publié en 1974, je vais revenir rapidement sur l'époque, un livre donc intitulé « Le féminisme ou la mort », et qui est publié en 1974, donc à Paris, invente le mot, et comme souvent quand on voit inventer un mot, il n'est pas mis en grand, il ne ressort pas vraiment. On se demande si celui ou celle qui écrit le mot en a parfaitement conscience qu'elle est en train ou qu'il est en train d'inventer un mot. En tout cas, voilà le paragraphe dans lequel le mot écoféminisme apparaît, pour autant que nous sachions, pour la première fois. Je vous le lis, et puis je vais rapidement commenter pour resituer l'époque où elle écrit ça. Une des deux plus graves menaces qui pèsent sur notre humanité est l'actuel taux de la démographie mondiale. L'autre, qui lui est parallèle, est la destruction de l'environnement. Nous y reviendrons. Nous y reviendrons dans les conclusions sur la nécessité d'élaborer un écoféminisme. Alors vous noterez que le terme là est orthographié avec un tiret, on n'a pas fait encore un mot unique. Et donc, vers la fin du livre, là je vous cite l'édition actuelle, ça a été réédité, je ne vous cite pas l'édition originale. Donc vers la fin du livre revient, alors là, en tête de partie, le temps de l'écoféminisme. Donc voilà, le mot, il arrive, et qu'est-ce qu'il lie? Déjà, ce mot lie deux choses. Il lie le risque démographique, qui, dans ces années 70, on est en train de mesurer l'augmentation, l'accélération par des doublements qui se rapprochent dans le temps, l'accélération de l'augmentation de la démographie humaine mondiale. En même temps, c'est à la même époque aussi qu'on est en train de voir à quel point notre environnement se dégrade. Hausse des pollutions, baisse des ressources, on en est là. On parlera de changement climatique et d'érosion de la biodiversité un peu plus tard, mais déjà il y a eu de nombreuses alertes lancées. Alors je citerai simplement deux événements qui précèdent de peu le livre la publication du livre de Françoise d'Aubonne. Donc je vous ai dit qu'elle est une féministe, une militante. Elle est née en 1920, elle entre au Parti communiste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, comme beaucoup de gens. Elle en sort dans les années 50, comme beaucoup de gens. Et dans les années 60-70, elle va, comme beaucoup d'autres, à la fois militer pour le féminisme. C'est une grande admiratrice de Simone de Beauvoir, pour le féminisme et puis pour les mouvements de libération des homosexuels qui se lancent, et pour ce qui commence à être un mouvement écologique. Et là, il y a deux références importantes dans le passage que j'ai retenu. Le premier, vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle le rapport Meadows, ce rapport commandé par le Club de Rome, un club de technocrates, pour aller vite, internationaux, commandé par le Club de Rome à des théoriciens des systèmes du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, qui vont modéliser sur un certain nombre de variables l'état prévu du monde si on ne fait rien, si on touche ni aux pollutions, ni à la démographie, ni à la production industrielle, ni à la production agricole. J'en ai peut-être oublié une, mais peu importe. Si on n'y touche pas, ça va aller très 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 mal. Donc, et ce rapport Meadows va beaucoup mobiliser. Et le deuxième livre qui est paru en 1973, donc au moment où elle va publier Le féminisme ou la mort, c'est René Dumont, l'agronome de la faim, qui se présentait comme agronome de la faim, FAIM, de la faim, qui
en 1974, va se présenter à l'élection présidentielle comme candidat écologique. Mais en 1973, il a publié un livre qui s'appelle « L'utopie ou la mort » et qui est à la fois une mise en alerte sur la démographie, ça fait partie beaucoup des inquiétudes de l'époque, y compris écologiques, et aussi sur l'écologie. Donc, vous voyez, Françoise de Bonne, elle publie au moment où il y a une vague il y a différentes vagues ou différents nouveaux mouvements qui se croisent, et là on voit se croiser le féminisme et le mouvement écologique. Et d'où ce terme d'écoféminisme, et ce qu'elle va, si elle met en rapport la démographie et la destruction de l'environnement, c'est que pour elle, en sont responsables et la domination masculine, le patriarcat, et la domination capitaliste, qui tous deux dominent à la fois le ventre des femmes, le fruit des femmes, et sa réponse ça va être ne faites plus d'enfants, et les fruits de la terre, donc s'accaparent une fécondité qui n'est pas leur. Donc voilà, alors j'en ai déjà dit beaucoup, bon parce que c'est le début, parce que c'est un personnage finalement attachant, mais ça va être sans lendemain. Elle essaie de lancer un mouvement écoféministe à la fois en France, à l'international, et puis on n'en parle plus, et puis elle s'occupe d'autres choses, et en particulier du nucléaire. On va être bientôt en train de construire les principales centrales nucléaires, et on apprendra après sa mort, elle meurt en 2005, on apprendra après sa mort qu'elle a participé à une attaque contre la centrale de Fessenheim en construction. Il n'y a pas eu un sabotage, ça n'a pas eu énormément d'effets, on s'en est pas vraiment rendu compte, mais après sa mort, on apprend qu'elle y a participé. Bon, je vous dis, et puis je ne vais plus en parler, parce qu'il n'en est plus question, et que c'est pour ça que je vous dis, le mot était inconnu en France, le mot disparaît, même le mot disparaît de France. Donc, mais on le retrouve, il revient à peu près au même moment, un tout petit peu plus tard, mais pas beaucoup plus, si bien qu'on ne sait pas si on a emprunté, si les Américaines ont emprunté le mot à la France, ou si elles l'ont réinventé, parce que c'est plus facile de réinventer un mot que de réinventer la roue. Donc on réinvente souvent des mots. En tout cas, il réapparaît à la fin des années 70, au début des années 80. Il va réapparaître encore avec son tiret, ce qui laisse penser qu'il arrive de France. Et puis, parce que c'est vraiment le génie de la langue en anglais de fabriquer ce type de mots, le tiret va tomber, et surtout, eh bien, il va être suivi des faits, et même on peut dire que si on étudie ce qu'on se met à appeler donc écoféminisme ou écoféminisme aux États-Unis, c'est des mouvements et des idées qui suivent de ces mouvements, ce n'est pas tellement des idées qui inspirent des mouvements, et on pourra dire que de façon générale, l'écoféminisme, c'est une série de mobilisations sur des questions écologiques qui provoquent toute une série de réflexions, si bien que c'est pas du tout dénué de stimulation des idées et des concepts, mais simplement c'est postérieur. C'est jamais l'application d'une doctrine, l'écoféminisme. Alors, dans ces mouvements, j'en ai retenu certains, mais il y en a, je pourrais y passer tous les 3/4 d'heure qui m'ont été alloués. Alors, je donnerai ce qu'on met généralement comme point de départ. C'est une manifestation de femmes à Washington le 17 novembre 1980, et qui est donc intitulée Women's Pentagon Action, puisque le Pentagone, comme vous savez, c'est le lieu de la défense armée et de l'attaque américaine des États-Unis. Alors, ce qui est remarquable dans cette manifestation, qui n'est pas extraordinairement nombreuse, mais enfin il y a des dizaines de milliers de femmes, c'est d'abord c'est une manifestation très, très colorée, très joyeuse,
qui réunit des femmes, j'allais dire déguisées, oui, d'une certaine façon. Hein. Si on ne danse pas à votre manif, dit une des commentatrices, j'y vais pas. Donc c'est une manif où on danse et qui rassemble aussi quantité de mouvements différents, hein, tous des mouvements de femmes mais différents. Il peut y avoir des mouvements pacifistes, donc contre le nucléaire, mais militaire mais aussi civil. C'est déjà le Women's Lib qui commence, donc des mouvements de libération des femmes. Et puis ce qui choque très souvent les Français, il y a tout un aspect religieux, spirituel. Il y a des Wicca, c'est un mouvement de sorcières. Hein. Donc j'ai cité Ines Straking, que je venais de vous citer, hein, celle qui dit si on danse pas à ta manif, j'y vais pas. Et puis quelqu'un qui va devenir très connu, qui n'est pas au Women's Pentagon Action, mais qui va donner lieu à des mouvements semblables dans d'autres endroits des États-Unis, en particulier à San Francisco. Donc Starhawk, hein, c'est un surnom bien sûr, c'est un pseudonyme, mais c'est sous ce nom qu'on le désigne. Et puis, pour vous dire que c'est des choses qui durent et que la dominante anti-nucléaire, militaire et civile, le grand accident, le principal accident nucléaire qui a eu lieu aux États-Unis, l'accident de 3 Mile Island, a eu lieu en 1979, donc juste un an avant la manif, et c'est une des raisons de la manif. Et que donc la Greensand Common Women's Peace Camp, là on passe en Angleterre, mais c'est un camp militaire d'entrepôt de missiles nucléaires. Et si je vous en ai parlé, c'est pour vous montrer la durée de cette occupation par des femmes de ce camp, donc sous le nom de camp de paix. Hein. Vous voyez que ça dure presque 20 ans. Hein. Donc il y a une mobilisation importante. Alors, et à partir de là, il y a quantité de sortes de mobilisation, puisqu'il y en a autant que de diversité de mouvements dont je vous avais parlé. À ça, on peut rajouter ce qu'on appelle les mouvements de justice environnementale, qui sont des mobilisations dans ce qu'on appelle aussi des grassroots movements, donc des mouvements locaux, de mobilisation locale, autour de questions de pollution, hein, habitation construite sur des sols pollués, projet de dépôt de déchets, projet d'incinérateur. Bon, des habitants du coin se mobilisent pour lutter contre ces installations polluantes. Alors pourquoi est-ce que je mets ça dans l'éco? Vous voyez le côté écologie, mais le côté féministe, c'est que c'est généralement des mobilisations de femmes. Et pourquoi c'est des mobilisations de femmes? Parce que c'est les conditions de vie, c'est le lieu de vie. Hein, là où, si vous voulez, la mobilisation masculine par excellence, c'est la mobilisation sur le lieu de travail, d'où l'usine comme lieu emblématique des luttes ouvrières. La lutte écologique, ce type de lutte écologique, ce sont des luttes pour le milieu de vie, pour continuer à habiter dans les endroits habitables. Dernier point que je cite aussi, parce que je vais vous en reparler, c'est, Jean-Michel disait que je m'étais occupé d'éthique environnementale, et effectivement, et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert l'écoféminisme. Il y a, à partir des années 70 aux États-Unis, un développement, alors là on revient à l'université dans des mouvements plus académiques, hein. Il y a le développement d'une réflexion sur ce qu'on appelle l'éthique environnementale, c'est-à-dire la réflexion morale sur les rapports entre les hommes et la nature. Hein. L'idée que à la nature, nous les humains, nous n'avons pas uniquement des rapports techniques, nous pouvons aussi avoir des devoirs vis-à-vis de la nature, et c'est là-dessus que se développe au départ, donc dans les années 70, essentiellement avec des hommes, une réflexion d'éthique environnementale, et que, en gros, 10 ans après, hein, dans les années 80, au moment où se développent les questions féministes, les women's studies ou les female studies dans les universités américaines, eh bien, il y a des femmes qui arrivent et qui, en gros, posent à ces hommes qui ont développé une éthique environnementale la question suivante. D'accord, vous travaillez sur les relations entre les hommes et la nature, bravo. Mais quand vous parlez des hommes, vous parlez de quoi exactement? De qui parlez-vous? Et donc l'idée que si on n'éclaire pas les rapports
avec le double sens du mot homme, hein, homo et vir, si on n'éclaire pas les rapports à l'intérieur de l'humain entre le masculin et le féminin, ben, on s'en débrouillera peut-être pas très bien des rapports entre le masculin ou les hommes et la nature. Donc elle lance, alors je vous ai mis deux noms, une américaine, elles sont toutes les deux philosophes, une américaine Karen Warren et une australienne dont je vous parlerai plus, Val Plumwood. Hein, elles ont, oui, je vous ai cité l'une l'article, l'autre le livre où elles abordent ces questions. Alors venons-en à un troisième point hein, dans la présentation un peu globale dans ce parcours de l'écoféminisme. Eh bien, on passe là dans ce qu'à cette époque on appelle encore le tiers-monde et que maintenant nous appelons le Sud ou le Sud global, avec là aussi des mouvements hein, qui même précèdent ces mouvements, enfin cette nomination française et ces mouvements américains, enfin états-uniens, dont je vous ai parlé avant. C'est peut-être des femmes hein, que vous connaissez. Donc Wangari Maathai, c'est une biologiste du Kenya qui va réunir des femmes du Kenya d'abord, et puis beaucoup plus largement en Afrique, autour de la reforestation, hein, de planter une ceinture verte, action collective pour laquelle elle aura le prix Nobel de la paix en 2024. La deuxième est encore plus connue parce que c'est devenu une icône du mouvement intermondialiste et du mouvement écologique mondial, c'est Vandana Shiva. Elle aussi c'est une scientifique, hein, mais qui va se tourner vers le militantisme à la fois féministe et écologique. Et bon, c'est ce qu'il y a d'ailleurs sur la couverture du petit livre que j'ai fait sur l'écoféminisme. C'est ce mouvement qu'on appelle le mouvement Chipko, hein, d'un terme indien qui signifie embrasser les arbres, qui est quelque chose de traditionnel en Inde, et là qui rassemble, comme avec Wangari Maathai, qui rassemble des femmes contre la déforestation. Elles se rassemblent autour des arbres qu'on veut couper et toutes elles les hug, elles les embrassent. Hein. Et dans ce mouvement qui a de l'importance, là aussi, hein, c'est fin des années 70, dans ce mouvement, donc Vandana Shiva, jeune diplômée de biologie, va commencer à construire sa réputation, et je vous ai dit qu'il va devenir extrêmement importante. Et ce qui se passe, c'est que elle a été élevée elle a fait ses études dans les universités en Inde, autrement dit, elle a étudié en anglais. Hein. Et donc, avec une sociologue allemande, Maria Mies, mais qui est venue étudier, faire du terrain en Inde, elles vont écrire un livre où elles vont rassembler leurs expériences, parce que Maria Mies va militer avec Vandana Shiva, et elles vont l'appeler ce livre Écoféminisme. Hein, parce qu'elles vont le publier en anglais, et donc par là même, vous voyez, le mot circule et du coup unit un mouvement, mais qui est quand même extrêmement diversifié. Hein. À ce qui s'est passé aux États-Unis, Vandana Shiva apporte tout ce qui est la problématique au sens ancien du terme, hein, tout ce qui est les questions qui se posent dans ce qu'on appelle alors le tiers-monde, dans le sud global, hein, c'est-à-dire ce que Vandana Shiva appelle le mal-développement, et puis bon, toute cette mobilisation qu'elle va faire sur les questions à la fois de biodiversité, hein, donc d'érosion, de disparition de la biodiversité, mais aussi contre la biotechnologie, c'est une grande critique hein, des OGM, et en même temps elle va lier les deux, et c'est ça l'écoféminisme, elle va lier le contrôle qu'on veut avoir sur la reproduction des femmes, la fécondité des femmes, soit pour les y inciter, les églises, soit pour les limiter, les États, et dire, mais enfin, leur ventre, elles appartiennent aux femmes. Hein, les femmes, elles savent s'en tirer.
laisser-les libres d'une certaine façon de contrôler leur naissance comme elles veulent. Bon, et elle va fonder une communauté. Bon, donc un mouvement important qu'on va retrouver, alors plutôt au XXIe siècle, où là, en ce moment, il est très puissant, et très violent et très meurtrier, hein, qui est un mouvement qui se dit pas beaucoup écoféministe, peut-être c'est un peu gringo, hein, écoféminisme, donc elles se disent plutôt féministes communautaires. Ce sont des mobilisations de femmes, souvent autochtones, qui luttent contre l'extension des industries extractivistes, à la recherche de métaux, d'eau, de choses de ce genre, un peu partout en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Alors j'ai mis le nom de Berta Cáceres, qui est une militante, qui a été assassinée. Il y a un taux de mortalité extrêmement important et qui attaque. De même que les attaques sont lancées particulièrement contre les femmes, les meurtres des femmes sont particulièrement fréquents. Et Berta Cáceres, on avait invité un colloque sa fille, qui tient à ce qu'on parle du meurtre de sa mère comme un féminicide, hein, pour dire que dans cette lutte, il n'est pas question de séparer les objectifs des femmes et les objectifs écologiques de lutte contre l'extractivisme. Et puis c'est comme ça que ça va revenir en Europe, alors à la fois par l'Espagne, par la voie hispanophone et le biais espagnol, là, la mobilisation en Amérique du Sud va arriver, enfin les idées vont arriver en Espagne, mais beaucoup, hein, par, là aussi, à nouveau, comme en 1980, une grande mobilisation mondiale, et c'est sur un autre thème, c'est plus contre la menace nucléaire, c'est contre le changement climatique, et l'été 2015, donc avant, peut-être que vous vous souvenez, mais avant la COP21 qui devait se tenir, et qui s'est tenue, en fin novembre, début décembre, au Bourget, à côté de Paris, il y avait une grande appréhension que ça n'aboutisse pas. Il devait y avoir un nouvel accord, et ça a été l'accord de Paris, mais on craignait beaucoup qu'il n'ait pas lieu, et donc que les États n'arrivent pas à s'entendre. Et donc, partout dans le monde, l'été 2015, d'Australie à l'Europe, des États-Unis au sous-continent indien, peut-être même en Chine, se sont tenues des manifestations pour appeler à un règlement, enfin une avancée dans la maîtrise de la lutte contre le changement climatique. Et dans ces manifestations, il y avait présence de groupes écoféministes qui se désignaient comme tels. Et c'est comme ça que ça revient en France, où ça va partir un peu dans toutes les directions, hein. Alors oui, c'est à partir de 2020 qu'on commence à parler beaucoup d'écoféminisme en France, et je dirais, vous voyez, l'écoféminisme, c'est toujours à la fois de l'écologie et du féminisme, mais ça a quand même beaucoup commencé à l'intérieur des questions écologiques, hein. C'est pour ça que je vous ai parlé de la prise de parole de Karen Warren ou de Val Plumwood. C'est les femmes qui se manifestent dans le mouvement écologique. Là, à partir de 2020, en France, entre autres, c'est plutôt une modalité possible, une forme possible de mobilisation féministe. Donc, d'une certaine façon, ça déborde largement la question écologique telle que je voulais quand même un petit peu circonscrite. Par exemple, on va parler de naissance écoféministe, c'est-à-dire sans hypermédicalisation. Bon, tout est extrêmement lié, hein, comme on dit toujours sur les questions écologiques, mais ça ne se mobilisait pas uniquement là-dessus. Donc il y a une diffusion, et c'est là que le mot d'écoféminisme, qu'on avait oublié depuis 1974, revient, et qu'on se met à republier les œuvres de sa créatrice, hein. Et donc
tout d'un coup, hein, on avait complètement oublié l'inventrice, si je puis dire, hein, du mot, Françoise d'Aubonne, et la voilà qui revient, et je vous dis maintenant, vous pouvez trouver très facilement les œuvres de Françoise d'Aubonne. Je ne sais pas si votre libraire a eu l'idée d'en commander, mais il aurait pu en commander, il n'aurait eu aucun mal à les avoir. Donc voilà, j'ai terminé ma première partie et j'ai tenu plus longtemps que je ne voulais, mais on essaiera d'aller plus vite sur les autres. C'était un peu pour vous familiariser avec une question qui n'est pas très connue. Donc bon, j'ai récapitulé rapidement hein, sur ce que je vous ai dit. Ben, finalement, il y a des féministes dans l'écologie et maintenant il y a plutôt des féministes qui se donnent à une dimension écologique. Vous voyez qu'il y a une polarité entre souvent des grandes peurs mondiales, du nucléaire au climat. Mais il n'y a pas de catastrophiste, il n'y a pas de collapsologue parmi les écoféministes, pour ça que j'ai publié contre la collapsologie. Mais il y a ce pôle des grandes peurs mondiales, des grandes mobilisations mondiales sur des choses qui mobilisent tout le monde, et il y a l'autre pôle qui est celui qui arrive avec le tiers-monde puis le Sud, qui est plutôt les questions locales centrées sur la subsistance. Hein, il y a toute une réflexion sur la subsistance. Je suis désolé. Ben, moi aussi. Apparemment, je ne sais pas ce qui se passe. Bon. Excusez-moi. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas dire l'écoféminisme, ce n'est pas une doctrine et ce n'est pas des points de doctrine qu'on appliquerait ou pas. Hein. Mais il y a quand même un accord, hein, même de celles qui sont les plus critiques sur l'idée qu'il puisse y avoir un accord, et je vous le cite, hein, le postulat écoféministe de base, selon lequel l'oppression des femmes et l'oppression de la nature sont les manifestations entremêlées, c'est un peu compliqué, mais on va y venir, sont les manifestations entremêlées du même cadre culturel oppressif. Donc, si vous voulez, il y a un lien, non pas entre les femmes et la nature, il y a là un lien entre la domination des femmes et la domination de la nature, et je dirais c'est ça, l'invention au sens de découverte théorique de l'écoféminisme, auquel je vais venir dans ma deuxième partie. Bah, je me dépêche. Bon, pour comprendre de quoi il s'agit, il y a une approche historique sur laquelle je vais insister. J'irai un peu plus rapidement sur l'approche théorique parce que je crois que l'approche historique est la plus parlante. Alors, c'est quelque chose qui se fait très tôt, hein, parce que c'est un livre qui est publié en 1980 par Caroline Merchant, qui est historienne des sciences, écologiste et féministe, et qui est prof à Berkeley. À l'université de Berkeley, et qui donc publie en 1980 ce livre, The Death of Nature, Women, Ecology and the Scientific Revolution, qui est traduit très tardivement, et je suis désolé mais pas très bien, en français en 2021 aux éditions Wild Project. Alors, le travail de Caroline Merchant, c'est finalement un travail, elle ne fait pas des découvertes en archives ou bon, elle rapproche trois histoires que généralement on étudie séparément. Premièrement, l'histoire des sciences est centrée autour de ce qu'on a appelé la révolution scientifique, hein, Galilée, Newton, Descartes. C'est quoi? C'est le passage d'une vision ancienne, organiciste, où la Terre est vue comme un grand organisme, à la vision mécaniste. Bon, hier, enfin vous n'étiez peut-être pas là hier, mais hier il a été question justement de Descartes et de la mise en place de cette vision, de cette nouvelle physique. Donc première histoire. Deuxième histoire, disons, pour appeler les choses par leur nom, l'histoire du capitalisme, c'est-à-dire d'une transformation non seulement dans les rapports sociaux avec l'émergence, la mise en place des rapports de production capitalistes, du salariat, du patronat et du salariat, mais aussi une transformation des rapports à la nature. Hein, le capitalisme exploite beaucoup plus, aussi bien dans la,
aussi bien dans l'extractivisme que dans l'industrie, la nature, qu'il ne transforme les rapports sociaux. Et puis, une troisième histoire qui est connue aussi à l'époque où Caroline Merchant écrit son livre, qui est l'histoire des femmes. Et en gros, le sort des femmes ne s'arrange pas vraiment, hein. Il se détériore plutôt quand on passe du Moyen-Âge au temps moderne. Ça se concrétisera, je dirais, avec l'exclusion des femmes du suffrage, du vote politique au moment de la Révolution française. Et ce que va montrer Caroline Merchant, c'est que rapprocher ces trois histoires, c'est se rendre compte que ce n'est pas un passage doux, le passage au capitalisme, hein. C'est un passage en fait violent, hein, c'est une transition, si vous voulez, violente, et que ceux qui en supportent, ou plutôt celles qui en supportent le poids, pas seulement elles, mais c'est les femmes, que les femmes sont finalement celles sur laquelle retombe une grande partie de la violence de la transition. Alors pourquoi ce lien entre les femmes? C'est là que va se constituer ce lien entre les femmes et la nature. Eh bien, il n'y a rien à chercher ni dans la métaphysique, ni dans la nature, c'est dans le langage. Si vous prenez toutes les langues européennes, aussi bien anciennes, grec, latin, que modernes, allemand, anglais, français, italien, espagnol, etc., toutes les langues qui ont un genre, la nature est féminine. Et que même dans des langues qui ont un neutre, comme l'anglais, quand on veut un petit peu personnifier la nature, ben on la personnifie toujours au féminin. Et que donc dans cette association très ancienne, hein, que porte le langage et donc qui se développe en particulier dans les images et dans les métaphores, on représente la terre comme une femme et on voit volontiers les femmes comme la terre. Dans la transformation des images, la transformation de la représentation du monde, de la Terre, hein, quand on va passer de l'organicisme de la Terre au mécanisme de ce que même Descartes ne veut pas appeler nature, qu'il appelle matière, hein, des rapports entre de l'inerte, eh bien les femmes vont être prises dans cette transformation et elles vont être dégradées comme la nature va être dégradée. Et donc dans son livre, Caroline Merchant choisit une figure dans laquelle elle incarner cette transformation, c'est la figure de Francis Bacon, qui est cet homme savant ou sage, hein, anglais, un peu antérieur à Descartes, Newton, etc. Et donc, c'est beaucoup plus une idéologie scientifique qui met en place qu'une véritable transformation dans les sciences, mais il met en place ce qui va permettre de penser les sciences nouvelles, d'où l'importance qu'il a dans l'encyclopédie. Et à la suite de Pierre Hadot, d'ailleurs, Caroline Merchant, un philologue français, Caroline Merchant va montrer qu'il est aussi l'homme de la mise en accusation des femmes. Pourquoi? Alors, elle le montre, elle reprend les principales œuvres de Bacon, hein, le Nouvel Organon, et elle montre que pour montrer la nouvelle attitude que la nouvelle science doit avoir à l'égard de la doit avoir à l'égard de la nature, il prend des métaphores qui s'appliquent aux femmes et en fait qui va chercher chez le rapport aux femmes. Donc voilà une phrase qui résume la façon dont Bacon dit pour connaître la nature, il va falloir l'aborder avec une réelle violence. Les secrets de la nature se révèlent plutôt sous la contrainte des expériences que lorsqu'ils suivent leur cours naturel. Donc allez-y, et qu'est-ce qu'il dit? Il prend, alors Merchant étudie ça, il prend des métaphores sexuelles.
Hein. Et pour lui arracher la vérité, montre-t-il, on peut violer la nature comme on viole une femme. Hein, on parlait de viol hier, c'est encore le traitement ordinaire des femmes. Et c'est d'autant moins en l'air que Francis Bacon, oui, il est le grand, je vous dis, le héros de l'encyclopédie que bon, nous connaissons, il suffit d'être allé en cours de philo pour le connaître, hein, que nous connaissons, hein, ce héros que d'Alembert choisit, mais beaucoup plus que Descartes, hein, mais en tête de l'encyclopédie. Oui, c'était aussi le grand chancelier du roi d'Angleterre. Grand chancelier, ça voulait dire ministre de la Justice, hein, du roi d'Angleterre Jacques Ier. Et c'est à ce moment-là que arrivent en Angleterre ces procès de sorcières qui ont marqué l'Europe continentale depuis la fin du XVIe siècle, et dont on a montré, hein, dont une série d'historiens a montré que c'est pas le cri d'agonie du Moyen-Âge. Il y a très peu de procès de sorcières au Moyen-Âge, c'est les débuts de la modernité. Et alors, bon, Caroline Merchant en donne une interprétation qui n'est pas unique, mais qui est assez compréhensible en disant, bon, ben, qu'est-ce que c'était ces sorcières? Eh bien, elles avaient des rapports, les rapports qu'on a avec la nature dans une conception organique, animiste. Hein, elles avaient une façon de s'adresser à la nature. Et tuer les sorcières, c'est purger la vision la vision de la nature, de son animisme, c'est faire advenir la science moderne. C'est en ce sens que je vous dis, les femmes sont, d'une certaine façon, en tout cas, sont celles sur lesquelles retombe un caractère très violent de cette transformation de vision scientifique du monde, qui est la base scientifique sur laquelle va se développer la science et l'industrie moderne. Donc c'est pour ça que je vous ai mis les procès de sorcières, purger le monde de son animisme. Alors je vois que je mets trop de temps, donc je vais sauter la deuxième partie de ma deuxième partie parce que c'est plus technique. Hein. C'est ce que je vous ai cité, Karen Warren et Val-Plumwood surtout. Bon, comment ça marche, hein, ce lien entre les femmes et la nature? Bon, donc je vous ai montré comment Caroline Merchant avait montré la constitution historique. Comment, dans l'histoire, un lien traditionnel qui se fait dans le langage entre les femmes et la nature devient la base d'une transformation violente à la fois du rapport à la nature et du rapport aux femmes. Et comment ça fonctionne, hein, quand on passe de l'automaticité du langage au travail plus logique et plus conceptuel. C'est ce qu'elles ont appelé la logique de la domination. Alors je résume très vite, mais ce qu'elles vont montrer, c'est où mène ce qu'on a tellement appelé le dualisme, c'est-à-dire opposer l'homme et la nature et la culture, la nature et la société, mais aussi l'homme et la femme, mais aussi le sujet et l'objet, mais aussi la raison et l'émotion, ou les passions. Et ce qu'elle montre, c'est que distinguer, penser c'est distinguer. Hein, penser c'est distinguer, c'est classer, donc c'est pas un problème, hein, de distinguer. Ça devient un problème quand on hiérarchise, c'est-à-dire qu'on distingue, non seulement on distingue par exemple l'homme et la femme, ou les humains et la nature, mais on les hiérarchise. On dit que l'homme est supérieur à la femme, et on dit que les humains sont supérieurs à la nature. Et qu'une fois qu'on les a hiérarchisés, c'est là que va intervenir la logique de domination, on les subordonne. Hein, on dit l'un doit obéir à l'autre, la femme doit obéir à l'homme, la nature, l'homme est fait pour maîtriser la nature, maître et possesseur, allons-y quand même. Et à ce moment-là, comment ça se fait? Eh bien, une des raisons justement de maîtriser la femme, que toutes les études féministes ont bien montré, c'est justement parce qu'elle est naturelle qu'elle est inférieure. C'est justement, hein, ce que vous disait Marie-Frédérique Pellerin hier, bon, les femmes, elles sont sans arrêt prises par leurs règles, par leur naissance, bon, elles sont serrées, enfoncées dans la nature. Elles sont supérieures, elles sont inférieures, elles sont à dominer. Et on va vous dire, les hommes sont rationnels, les femmes sont raisonnables, les femmes sont toute émotion et passion. Et donc,
c'est ainsi qu'on passe, je vous dis, d'une distinction à une hiérarchie et à une subordination. C'est ça que Karen Warren appelle le cadre culturel de l'oppression. Alors, bon, je vais vous donner une partie de la réponse, et puis je vais essayer de vous laisser du temps de poser les questions. Disons, je vais vous donner la réponse sur le premier temps. Je sauterai le deuxième parce que je n'aurai pas le temps, et je terminerai rapidement sur le troisième pour vous donner, pour qu'il y ait une conclusion, quoi. Il en faut quand même. Alors venons-en sur la question de la nature, parce que je crois que c'est là qu'on pose le plus de questions, et c'est là que apparemment les choses ne vont pas, hein. Qu'est-ce qui fait que il y a tant de gens en général, mais aussi de féministes qui critiquent l'écoféminisme avec l'idée que l'écoféminisme, c'est les femmes sont naturelles, et comme elles sont naturelles, elles s'occupent mieux de la nature que ceux qui ne sont pas naturels. Bon. Et donc, ça va à l'encontre de ce que Fabienne Brugère avait noté au tableau avant-hier, hein. Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Est-ce que les écoféministes, elles ne sont pas en train de dire qu'on est femme, et c'est parce qu'on est femme et qu'on reste dans la nature qu'on est bien, ce lien privilégié, hein, l'environnement, on est bien disposé vis-à-vis de l'environnement, on peut mieux s'en occuper. C'est parce que nous avons des enfants, hein, que nous pouvons nous occuper de la terre et de ses enfants. Si vous m'avez suivi, et j'espère que c'est le cas, si vous m'avez suivi, c'est pas ça, hein, que disent, c'est pour ça que j'ai longtemps cité Caroline Merchant, qui à mon avis c'est une des façons les plus claires de le dire, puis que j'ai aussi rapidement cité Karen Warren et Val Plumwood. On ne vous dit pas les femmes sont naturelles, on vous dit c'est là le même mouvement de domination qui fait dominer les femmes et dominer la nature, et plus le langage et tout ce qui s'y accorde renforce le lien entre les femmes et la nature, plus dire femme, c'est dire bonne à dominer, et dire nature, c'est dire comme une femme est bonne à dominer. Enfin, on peut regarder de quel côté ça commence d'abord. Donc, de ce point de vue-là, bien loin qu'il y ait opposition entre un féminisme qui a toujours dit être féministe, c'est sortir les femmes de la nature, parce que les prendre dans la nature, c'est un piège, c'est comme ça qu'on les domine. Et l'écoféminisme qui dit les femmes sont prises dans la nature, et c'est comme ça c'est en ce que le langage, la réflexion et la domination les prend dans la nature, c'est comme ça qu'on les domine. Il n'y a pas opposition, il y a convergence. De ce point de vue-là, et je peux vous dire, hein, j'ai fait des séminaires il y a un certain temps, quand je n'avais pas pris ma retraite, sur l'écoféminisme. Je donnais à mes étudiants des textes de Judith Butler et des textes de Karen Warren, soigneusement coupés comme il fallait, mais relativement longs quand même. Ils n'arrivaient pas à distinguer, hein. Donc de ce point de vue-là, il y a convergence entre ce qu'on appelle les théories des genres, qui dit le genre construit le sexe biologique comme une construction sociale, et ce que disent celles qui étudient, hein, soit l'histoire, soit la logique de la domination croisée des femmes et de la nature. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas opposition, il n'y a pas essentialisation du côté de l'écoféminisme, il y a convergence. Il y a une différence, et cette différence est importante, et j'arrive à la fin. Il y a une différence, c'est que si vous prenez Judith Butler ou d'autres, une fois que vous avez montré la naturalisation, que c'est à tort qu'on naturalise les femmes, vous en avez terminé avec la nature, hein. La nature, ça vous intéresse pas beaucoup. Et donc, vous continuez sur le genre, sa construction sociale, sur la multiplicité possible des genres, etc., etc. Ce qui fait les différences avec les écoféministes, c'est qu'elles, une fois qu'elles ont critiqué ce qui est une naturalisation, parce que ce que tout le monde montre,
c'est comment on dit être nature des êtres féminins ou masculins qui ne sont pas plus naturels l'un que l'autre. On n'en a pas terminé avec la nature. Pourquoi? Parce que, si je peux dire, si les femmes sont naturalisées, ce qu'on appelle nature aussi est naturalisé. Là, c'est ce que Caroline Merchant décrit comme la mort de la nature. Cette nature à laquelle on retire toute possibilité de vie. On ne peut pas penser la vie dans la philosophie mécanique, dans l'idéologie mécaniste, à qui on retire toute vie, toute possibilité d'agentivité. C'est effectivement une... Je ne fais pas un jeu de mots en français, c'est effectivement une nature qui est morte, the death of nature. Et donc on peut dire que cette nature réduite à des rapports entre des éléments qui sont toujours extérieurs les uns aux autres, c'est une nature dénaturalisée. Et que donc il y a une nature à retrouver, et que c'est ça que développe la réflexion écoféministe une fois qu'elle a dénoncé la naturalisation des femmes et de la nature. Donc ça ouvre à des possibilités de retrouver une nature autre que celle à laquelle on assimile généralement les femmes, en aussi les privant de leur réalité. Et c'est pour ça que je terminerai, je vous ai dit que je terminerai. C'est pour ça que je terminerai là-dessus, sur la question de la puissance des femmes. Parce que dans ce travail qu'on appelle en anglais de reclaim, de réappropriation d'une nature qui a été enlevée aux femmes au fur et à mesure qu'elles étaient réduites avec la nature dans une domination comparable, ce n'est pas un retour à la nature, c'est une réappropriation d'une nature autre. Et dans ce mouvement, et je pourrais vous montrer comment, dans tous les variétés d'écoféminisme que je vous ai montré, je pourrais vous montrer comment il y en a des formes différentes de ce reclaim, de cette réappropriation. Les femmes ne se présentent jamais comme des victimes, elles pourraient dire, elles sont 2 fois plus victimes, puisqu'elles sont victimes en tant que femmes et en tant que nature dominée dans ces femmes. Eh bien, elles parlent toujours à partir de ce qu'elles appellent la puissance des femmes, à condition de bien comprendre, et là c'est promis, je termine dessus, que cette puissance, je vous ai mis une distinction spinoziste en latin, ce n'est pas le pouvoir qu'on peut exercer sur quelqu'un ou sur quelque chose, qui est la forme de pouvoir que nous connaissons, qui est le pouvoir qui permet l'oppression. C'est Starrow qui fait cette distinction, c'est ce qu'elle appelle en anglais le pouvoir du dedans, c'est-à-dire la capacité, c'est pas très loin de ce qu'on appelle l'empowerment, la capacité de se renforcer en se rassemblant, non seulement avec d'autres êtres humains, mais avec des ensembles naturels pour retrouver de la puissance. Et donc, je conclus, retourner l'association négative entre les femmes et la nature, ce que j'ai essayé de faire, conduit à en faire un objet de revendication et de lutte politique, et à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas autant d'hommes que de femmes s'ils se remettent dans cette lutte. Et de ce point de vue-là, c'est pour ça que je vous disais l'écoféminisme, ce n'est pas une doctrine, c'est une façon de faire bouger les lignes et donc de faire avancer la réflexion. Et je vous remercie et je vous... Ouais, je suis...